Le sandwich n'était pas juste un repas. C'était le seul repas du jour pour une fillette qui n'avait déjà presque rien. Et pourtant elle l'a quand même glissé entre les barreaux. De l'autre côté de la grille rouillée, un garçon au visage trop pâle pour la gosse, trop maigre pour son âge, a attrapé le pain comme si sa vie dépendait de cette bouchée. Et peut-être que c'était vrai. La fillette s'appelait Tamara. 9 ans. Petite, tresse serrée, uniforme d'école déjà trop court, chaussettes trouées qu'elle remontait sans arrêt. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux parlaient pour elle. Des yeux de quelqu'un qui a vu la fin de près. Le garçon s'appelait Ethan. 10 ans. Une peau claire, des cheveux en bataille, des genoux couverts de poussière, et surtout ce regard. Ce regard de quelqu'un qui ne demande plus, parce qu'il a déjà trop été refusé. Ils se sont rencontrés à Surulré, derrière une école primaire entourée d'une clôture haute, là où les enfants mangeaient pendant la pause, pendant que la rue, elle, continuait de mordre. Tamara l'avait vu 3 jours de suite. Toujours au même endroit. Toujours assis, les bras autour des jambes, à regarder les autres avaler leur nourriture, comme s'il essayait juste de se rappeler ce que ça faisait d'être rassasié. Au début, ses amies avaient fait comme tout le monde. Elles l'ont pointé du doigt. Elles ont chuchoté. Elles ont dit qu'il était étrange. Elles ont dit qu'il fallait l'ignorer. Mais Tamara n'a pas pu. Parce qu'elle connaissait ce type de silence. Le silence d'un enfant qui a honte de sa faim. Le silence d'un enfant qui n'a plus de maison dans la tête. Ce jour-là, dans sa boîte, elle avait un sandwich simple. Pain, margarine, un peu d'aigue, rien de luxueux. Juste assez pour tenir jusqu'au soir, quand sa mère rentrerait du marché avec ce qu'elle aurait réussi à vendre. Tamara a regardé son sandwich. Puis elle a regardé Ethan. Et sans demander l'avis de personne, elle s'est approchée de la grille. Elle a glissé la boîte par l'ouverture la plus large. Ethan a hésité, comme si c'était un piège. Tamara a murmuré, assez bas pour que personne n'entende. « Prends. Je peux attendre. » Ethan a pris. Il a mangé vite. Trop vite. Comme un enfant qui a peur qu'on lui arrache le pain. Et là, quelque chose a craqué. Pas chez lui. Chez elle. Parce qu'elle a vu ses larmes tomber sur ses mains, et elle a compris une chose simple. Ce garçon ne jouait pas à être pauvre. Il survivait. Ethan a levé les yeux, la bouche pleine, et il a dit un merci qui ressemblait à un souffle. « Merci, je m'appelle Ethan. » Tamara a souri doucement. « Tamara. » La cloche a sonné. Tamara est partie en courant, mais elle s'est retournée 2 fois. Ethan était encore là, assis, la boîte vide contre sa poitrine, comme si c'était un trésor. Le lendemain, Tamara a fait quelque chose de difficile. Parce que le premier jour, c'était un geste. Le deuxième jour, c'était un choix. Elle a pris son sandwich. Et elle l'a encore donné. Le 3e jour aussi. Puis le 4e. 1 semaine. 2 semaines. 1 mois. Chaque midi, au même endroit, au même moment, la même petite main passait de la nourriture à travers les barreaux. Et chaque midi, Ethan devenait un peu plus vivant. Mais Tamara, elle, devenait un peu plus maigre. À la maison, sa mère a remarqué qu'elle mangeait moins. « Tu n'as pas faim. » Tamara répondait toujours pareil. « Et si, maman. J'ai juste, pas trop faim. » C'était un mensonge. Un de ceux qu'on dit quand on aime trop. Un soir, sa grand-mère, grand-mère Marie, l'a observé préparer sa boîte pour le lendemain. Elle a vu Tamara emballer 2 petits morceaux de pain au lieu d'un. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas posé 1000 questions. Elle a juste ouvert la marmite, a ajouté un peu de haricots, a mis un œuf de plus, puis elle a dit doucement. « On partage ce qu'on a. Même si c'est petit. » Tamara a baissé la tête. « Grand-ma, c'est un garçon dehors. Il a faim. » Grand-ma Marie a hoché la tête. « Alors demain, tu lui donnes. Mais tu reviens vivante aussi. Compris. » À partir de ce jour, la famille a su. La mère a commencé à se lever plus tôt. Le père, chauffeur de cake quand il trouvait un véhicule à louer, a accepté plus de courses, même quand ses jambes tremblaient. Parce que nourrir un enfant inconnu, ça peut sembler fou. Mais dans certains foyers, la bonté est plus forte que la logique. Ethan, lui, ne racontait presque rien. Quand Tamara demandait « Tu dors où ?» il répondait « Je me débrouille. » Quand elle insistait «
Tes parents. Ils regardaient ailleurs. Je sais pas. Et un jour, pendant une pluie fine, Ethan a parlé plus longtemps. Il a dit qu'il avait vécu dans une maison, avec des gens, qui changeaient souvent. Il a dit qu'il se souvenait d'une femme qui sentait le savon et qui chantait en anglais pour l'endormir. Puis il a dit un mot qui a tout expliqué. Elle est partie. Tamara n'a pas demandé comment. Elle n'avait pas besoin. Elle a juste serré les barreaux, comme si elle pouvait lui transmettre de la chaleur à travers le métal. Tu vas pas mourir ici. Pas tant que je suis là. Ethan a avalé sa salive. Personne ne lui avait dit ça depuis longtemps. Les mois ont passé. 6 mois. 120 jours. 120 repas donnés en silence. Et à force, quelque chose s'est créé entre eux. Une amitié qui ne ressemblait pas à celle des enfants. Une amitié comme un pacte. Tamara racontait sa vie. La maison petite, l'eau qui coupait parfois, les factures, les disputes, les prières tard le soir. Ethan racontait ses rêves. Si un jour je suis riche, je veux construire un endroit où personne ne dort dehors. Tamara riait. Tu parles comme un adulte. Ethan répondait avec un sérieux étrange. Parce que j'ai pas eu le temps d'être enfant. Puis un matin, Ethan n'était pas à la grille. Tamara a attendu. Elle s'est assise près des barreaux, la boîte sur les genoux. Elle a attendu jusqu'à ce que la cloche sonne. Il n'est pas venu. Le lendemain non plus. Le 3e jour, toujours rien. Et là, la peur est arrivée. Une vraie peur. Pas la peur de rater un devoir. La peur qu'un enfant disparaisse, comme ça, sans explication, et que personne ne s'en rende compte. Le 4e jour, Tamara a demandé autour d'elle. Personne ne savait. La maîtresse a dit, ne traîne pas près de la clôture. Les surveillants ont dit, ce garçon? On ne sait pas. Les enfants ont dit, il est sûrement parti. Mais Tamara a senti quelque chose dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait à un adieu qu'on n'a pas eu le droit de dire. Le 5e jour, elle est venue plus tôt. Et elle a trouvé une enveloppe coincée dans un trou de la grille. Son nom était écrit dessus, maladroitement, Tamara. Ses mains ont tremblé. À l'intérieur, il y avait une petite note, écrite au crayon. Et un bout de ruban rouge, coupé en 2. La note disait « Je pars. Je sais pas où. Mais je veux que tu gardes ça. Comme preuve que tu existes dans ma vie. Quand je serai riche, je reviens. Et je te jure, je t'épouse. » Tamara a relu la phrase 3 fois. Son cœur battait comme si elle avait couru. Elle a éclaté de rire, puis de larmes, parce que c'était ridicule. Mais c'était aussi beau. Elle a attaché sa moitié du ruban à l'intérieur de son petit médaillon, un truc cheap qu'elle portait depuis bébé. Et elle a serré l'autre moitié dans sa main, longtemps. Comme si elle pouvait empêcher le temps de voler. Cette nuit-là, Tamara n'a pas dormi. Parce qu'elle venait de comprendre une vérité cruelle. Aider quelqu'un, ça ne garantit pas qu'il restera. Parfois, ça garantit seulement que tu t'attacheras. Et le lendemain, la vie a continué. L'école. Les factures. Les jours. Les années. Mais Tamara n'a jamais retiré le ruban. Jamais. Et quelque part, dans un autre coin du monde, Ethan n'a jamais retiré le sien non plus. Même quand il a grandi. Même quand il a changé de nom pour survivre. Même quand sa vie a explosé dans une direction que personne n'aurait imaginée. Parce qu'il s'était fait une promesse, lui aussi. Pas seulement de revenir. Mais de devenir un homme digne du sandwich qu'une petite fille a sacrifié. Et ça, c'était le début. Ethan n'a pas disparu. Il a été avalé. Par ces systèmes qui ramassent les enfants comme on ramasse des sacs dans la rue, puis les déposent ailleurs, sans explication, sans au revoir, sans adresse. Le matin où il a laissé la note, il avait entendu 2 hommes parler près du portail de l'école. Il disait qu'un « officier » avait signalé un garçon blanc qui traînait trop souvent dans le quartier. Il disait qu'un centre allait venir le récupérer. Ethan avait compris une chose. S'il attendait qu'on le prenne, on le prendrait comme un objet. Alors il est parti avant. Il a marché longtemps, jusqu'à avoir mal aux pieds, jusqu'à ne plus savoir quel pont il avait franchi, jusqu'à ce que la gosse devienne un labyrinthe de klaxons et de fatigue. Et ce jour-là, la faim est revenue. Pas la petite faim.
La faim qui fait trembler. La faim qui fait perdre la fierté. Il s'est assis derrière une station-service, près d'un générateur qui grondait, et il a fermé les yeux en pensant à Tamara. Il s'est demandé si elle allait continuer à venir à la grille. Il s'est demandé si elle allait le chercher. Puis il s'est rappelé son propre visage dans le reflet d'une vitre, sale, maigre, invisible. Personne ne cherchait les invisibles. Ce soir-là, un homme l'a remarqué. Un Nigérian grand, veste en jean, cicatrice au menton, regard dur, mais pas cruel. Il s'appelait Kyle. Kyle n'était pas un héros. C'était un type qui connaissait la rue. Et il savait reconnaître un enfant qui allait mourir s'il restait seul. « Tu t'appelles comment ?» a demandé Kyle. Ethan a hésité, puis a menti. « Jacques. » Kyle a regardé ses doigts tremblants. « Tu as faim ?» Ethan n'a pas répondu. Kyle lui a tendu un petit sachet de riz et un œuf. Ethan a mangé comme si on lui rendait une partie de son âme. Après ça, Kyle l'a emmené dans un endroit où dormaient d'autres garçons. Un hangar derrière un atelier de carrosserie. L'odeur d'huile, de métal, de sueur. Les plus grands surveillaient les plus petits. Certains étaient gentils. D'autres pas. Kyle a pointé Ethan du doigt et a dit une phrase simple. Celui-là, personne le touche. Il est sous ma responsabilité. C'était une protection. Mais c'était aussi une chaîne. Parce que dans ce monde, rien n'est gratuit. Les semaines suivantes, Ethan a commencé à travailler. Il portait des pièces. Il nettoyait. Il courait chercher des outils. Et parfois, on lui demandait de faire des choses qu'un enfant ne devrait pas faire. Des courses de nuit. Des colis qu'il ne devait pas ouvrir. Des enveloppes à livrer sans poser de questions. Ethan a compris qu'il devait choisir vite, être victime ou devenir dur. Mais au fond, il avait un secret qui l'empêchait de devenir complètement froid. Dans sa poche, caché, il gardait le bout de ruban rouge. Et chaque fois que la rue le salissait, il touchait le ruban pour se rappeler qu'il avait existé un endroit où quelqu'un l'avait vu comme un humain. Une nuit, tout a basculé. Une livraison. Un mauvais endroit. Une voiture qui arrive trop vite. Des cris. Kyle qui se met à courir. Ethan qui reste figé. Et la police qui débarque comme un orage. Ce soir-là, le hangar a été nettoyé. Les garçons dispersés. Certains arrêtés. D'autres relâchés sans dossier. Ethan, lui, a eu de la chance. Parce qu'une femme l'a regardé dans les yeux. Une femme en uniforme, mais avec une voix douce. Elle s'appelait Madame Brenda. Elle travaillait avec une association qui récupérait les mineurs. Quand elle a demandé son nom, Ethan a répété le mensonge. Jacques. Elle a noté. Puis elle a demandé. Tu as une famille? Ethan a secoué la tête. Non. C'était un demi-mensonge. Parce qu'il avait une famille de cœur. Mais il ne savait pas où la retrouver. Madame Brenda l'a emmené dans un centre d'accueil. Pas un endroit parfait. Mais un endroit propre. Un lit. De la nourriture. Une douche chaude. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan a dormi sans peur. Les mois ont passé. Puis les années. Ethan a grandi comme quelqu'un qui court derrière le retard. Il apprenait vite. Trop vite. Il lisait tout ce qu'il trouvait. Il était bon en chiffres. Il avait une obsession, ne plus jamais dépendre. À 15 ans, il aidait au bureau. À 16, il réparait des téléphones. À 17, il savait négocier comme un adulte. Madame Brenda disait souvent. Tu es en colère, mais tu utilises ta colère pour construire. Ethan n'était pas riche. Pas encore. Mais il n'était plus perdu. À 18 ans, un programme de bourse l'a repéré. Un entrepreneur nigérian de la tech avait financé des formations pour jeunes défavorisés. Ethan a été pris. Il a appris le code. La cybersécurité. Les réseaux. Et là, il a trouvé son terrain. Parce que la cybersécurité, c'était ça, prévoir le danger avant qu'il frappe. Exactement comme la rue. Sauf que cette fois, il pouvait gagner. À 22 ans, il travaillait déjà pour une entreprise internationale à distance. Son accent s'était mélangé. Son style avait changé. Mais une chose n'avait pas bougé,
Le ruban. Il l'a gardé attaché à une petite chaîne, cachée sous ses vêtements. Comme un serment. Pendant ce temps, à Surulré, Tamara ne vivait pas un conte de fées. Sa famille n'a jamais explosé en richesse. Ils ont juste survécu. Puis sa mère est tombée malade. Une maladie lente, chère, injuste. Et Tamara a dû grandir encore plus vite que lui. Elle a quitté l'école un temps. Elle a vendu au marché. Elle a porté des seaux d'eau. Elle a appris ce que c'est que sourire quand on est vide. Mais elle n'a jamais jeté le ruban. Parce que, dans ses jours les plus noirs, elle se répétait. Quelque part, il est vivant. À 27 ans, Tamara était devenue assistante sociale dans un petit centre communautaire de Lagos, près d'un quartier où les enfants dormaient encore dans les coins. Elle travaillait avec des jeunes. Des garçons qui avaient la même dureté dans les yeux qu'Ethan autrefois. Et parfois, quand elle passait près d'une grille, elle sentait son cœur se serrer. Comme si son corps se rappelait une autre vie. Puis un jour, sans prévenir, une rumeur a commencé à circuler dans son centre. Un grand investisseur allait venir. Un homme discret. Un « self-made » qui finançait des projets de logement, des bourses, des formations. Les collègues de Tamara en parlaient comme d'une légende. Ils disaient « Il est dur. Il ne sourit jamais. Il vient, il signe, il repart. » Tamara s'en fichait. Elle avait vu trop de promesses. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet investisseur venait à Lagos pour une seule vraie raison. Pas l'argent. Pas l'image. Pas les discours. Il venait parce qu'il avait retrouvé une piste sur un nom. Tamara Anderson. Et qu'il avait attendu ce moment toute sa vie. La veille de la réunion, Ethan était dans une suite d'hôtels à Victoria Island. Il avait un costume cher sur une chaise. Un ordinateur ouvert. Des dossiers. Et au milieu de tout ça, une petite chaîne avec un ruban rouge, usé, presque fragile. Il l'a tenue entre ses doigts et il a murmuré. « Je reviens. » Le lendemain, Tamara a attaché son médaillon autour de son cou, sans réfléchir. Et elle est partie travailler. Sans savoir que la promesse d'enfant allait entrer par la porte. Le centre communautaire de Surulré n'avait rien de luxueux. Des murs fatigués, des ventilateurs bruyants, des chaises en plastique qui grincent, une odeur de papier et de chaleur. Mais pour Tamara, c'était un endroit sacré. Ici, on recollait des vies. Ici, on empêchait des enfants de tomber dans les mêmes pièges. Ce soir-là, la salle était pleine. Des mamans. Des jeunes. Des vieux du quartier. Des bénévoles. Et au fond, quelques hommes en chemise blanche qui prenaient des notes comme si chaque mot était une facture. Tamara était au tableau, un dossier contre la poitrine, en train d'expliquer calmement pourquoi la rénovation du centre ne devait pas chasser les familles. Elle parlait sans crier. Mais sa voix coupait. Parce qu'elle parlait pour ceux qui n'avaient jamais eu la parole. Quand la porte s'est ouverte, le bruit a changé. Comme quand l'air se fige. Les chuchotements ont couru d'une rangée à l'autre. C'est lui. Le financier. Le grand monsieur. Tamara n'a même pas levé la tête tout de suite. Elle a fini sa phrase, puis s'est retournée. Et là, elle l'a vu. Un homme grand. Costume sombre. Montre discrète mais chère. Regard calme, presque froid. Pas le regard d'un méchant. Le regard de quelqu'un qui a appris à ne rien montrer. Il a avancé, entouré de 2 assistants. Il ne souriait pas. Et pourtant, toute la salle voulait lui plaire. Tamara a serré ses papiers. Elle a pensé, encore un riche qui va parler comme un pasteur et repartir. Daisy, la responsable du centre, l'a présenté. Mesdames et messieurs, voici Ethan Cole. Il finance des programmes de formation et de logement. Il est ici pour écouter, et pour voir comment aider. Ethan a fait un petit signe de tête. Puis il a pris le micro. Bonsoir. Une voix posée. Une voix qui n'avait pas besoin de forcer. Je ne suis pas ici pour faire des promesses vides. Je veux comprendre. Je veux que ce projet protège les familles, pas qu'il les pousse dehors. Des murmures. Des regards étonnés. Tamara a levé un sourcil. Des mots, toujours des mots. Ethan a continué, montrant des plans simples. Pas des tours brillantes. Des logements avec loyers encadrés.
Une rénovation complète du centre. Un programme d'apprentissage pour les jeunes. Des embauches locales. Il parlait bien. Trop bien. Mais Tamara avait appris à sentir le danger derrière les beaux discours. Elle s'est levée avant même qu'on lui donne la parole. Excusez-moi. La salle s'est tue. Ethan a tourné la tête vers elle. Et là, Tamara a senti un coup dans sa poitrine. Pas romantique. Pas doux. Un choc. Comme un souvenir qui revient sans prévenir. Elle ne connaissait pas cet homme. Mais quelque chose dans sa façon de regarder lui a donné l'impression d'avoir déjà vu ses yeux. Elle a chassé l'idée. Elle a repris sa dureté. Vous parlez de loyers encadrés. Très bien. Mais qui contrôle ça après? Quand les caméras partent, quand les journalistes oublient, qui protège nos familles? Ethan a répondu calmement. Un comité de suivi. Avec des membres du quartier. Et je veux que le centre ait un droit de veto sur toute hausse de loyer qui dépasserait un seuil. Tamara a hoché la tête. Et les enfants qui dorment dehors? Vous construisez des murs, mais les plus vulnérables n'ont même pas une porte. Ethan a marqué une pause. Comme si cette phrase l'avait touché plus que les autres. Puis il a dit, plus doucement. C'est pour eux que je suis là. Tamara a serré les dents. Les riches disent ça souvent. Ethan a levé les yeux, et pendant une seconde, son masque s'est fendu. Pas longtemps. Juste une seconde. Assez pour que Tamara voie quelque chose. De la fatigue. Une douleur ancienne. Daisy a tenté de détendre l'ambiance. Merci, Tamara. Ethan, continuez. Mais Ethan n'a pas continué. Il a gardé les yeux sur Tamara. Comme s'il l'étudiait. Comme s'il cherchait quelque chose. Tamara a senti la salle la regarder. Elle a dit. Désolée. Je fais juste mon travail. Ethan a reposé le micro sur la table, lentement. Puis il a demandé, devant tout le monde. Comment vous vous appelez? Tamara a cligné des yeux. Pourquoi? Parce que, j'ai besoin de le savoir. Un silence lourd. Tamara a répondu, sèche. Tamara Anderson. Et à ce moment précis, Ethan a inspiré comme quelqu'un qui vient de recevoir un coup. La salle ne comprenait pas. Daisy non plus. Mais Tamara a vu les mains d'Ethan trembler légèrement. Ethan a répété, comme s'il goûtait le nom. Tamara Anderson. Puis il a dit une phrase qui n'avait rien à faire dans une réunion officielle. Une phrase simple. Et complètement folle. Tu as encore le ruban. La salle a explosé en murmures. Tamara s'est figée. Ses papiers lui ont glissé des mains. Le bruit des feuilles sur le sol a claqué comme un coup de feu. Elle a senti sa gorge se fermer. Le ruban. Personne ne savait pour le ruban. Personne. Pas même ses collègues. Pas même Daisy. C'était son secret. Son morceau de passé. Son petit serment à une grille rouillée. Tamara a reculé d'un pas, la main sur son cou sans réfléchir. Là où, sous sa chemise, elle portait toujours le médaillon. Ethan l'a vu. Il a vu le geste. Et dans ses yeux, la froideur a disparu. Il y avait un garçon derrière ce costume. Un garçon affamé. Un garçon qui avait pleuré sur un sandwich. Il a glissé sa main dans sa poche, lentement. Et il a sorti une petite chaîne. Une chaîne simple. Avec un morceau de ruban rouge, usé, presque effacé. La salle s'est tue d'un coup. On entendait juste le ventilateur. Tamara a porté la main à sa bouche. Elle n'a pas parlé. Elle ne pouvait pas. Ethan a dit, la voix cassée, mais contrôlée. Je ne suis pas venu ici pour des bâtiments. Il a avalé sa salive. Je suis venu, parce que je t'ai cherché. Tamara a secoué la tête, comme si son cerveau refusait. Non. Ethan a fait un pas. Pas trop près. Comme quelqu'un qui a peur de faire fuir un miracle. C'est moi. Silence. Puis Tamara a murmuré, comme une enfant qui retrouve sa propre voix. Oh Ethan. Et là. Ethan a fermé les yeux une seconde. Comme si 20 années venaient de tomber d'un coup sur ses épaules. Puis il a répondu. Oui. Daisy a soufflé. Attendez, vous vous connaissez.
Mais Tamara n'écoutait plus. Elle ne voyait plus la salle. Elle voyait la grille. Le vieux mur. Le petit garçon derrière. Ses mains tremblantes qui prenaient le sandwich. Ses larmes. Le ruban. Et la promesse. Ethan a parlé encore, très bas, seulement pour elle. Je t'avais dit que je reviendrais. Tamara a senti ses jambes lâcher. Elle s'est assise sur la chaise la plus proche, comme si le sol disparaissait. Et tout le monde a compris qu'il venait d'assister à quelque chose qui dépassait les projets. Quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Mais juste au moment où la salle allait exploser en question. Un jeune a couru jusqu'à Daisy, paniqué, et a chuchoté quelque chose. Le visage de Daisy a changé. Elle a tapé sur la table, la voix soudain grave. Tout le monde, silence. Elle a regardé Ethan. Puis Tamara. Puis la salle. On a un problème. Elle a respiré fort. Un garçon, du centre, vient de disparaître. Maintenant. Et dans le même instant, Tamara a compris. Le destin ne leur donnait pas leurs retrouvailles pour faire joli. Le destin les mettait à l'épreuve. Tout de suite. Tamara n'avait même pas fini de reprendre son souffle que Daisy répétait déjà le nom du garçon, la voix serrée. Le garçon s'appelait Charlie, 16 ans, un enfant du système, sans famille stable, et surtout, un gamin qui avait l'habitude de disparaître quand il paniquait. Mais cette fois, ce n'était pas une fugue normale. Parce qu'une bénévole jurait l'avoir vu sortir avec 2 hommes. 2 hommes qui ne faisaient pas partie du centre. Et parce que Charlie avait laissé son sac derrière lui. Tamara s'est levée d'un coup, le cœur battant, sans réfléchir. Ethan a fait pareil. Le ruban, les années, la promesse, tout ça devait attendre. Là, maintenant, un enfant était en danger. Daisy a appelé la police. Mais Tamara connaissait la gosse. Elle savait ce que « on arrive » veut dire ici. Parfois « on arrive » veut dire « demain ». Parfois « on arrive » veut dire « quand ce sera trop tard ». Ethan a regardé Tamara, le regard sérieux. « Dis-moi quoi faire. » Tamara a avalé sa salive. « Tu veux aider ? Alors suis-moi et pose pas trop de questions. » Ethan a hoché la tête comme un soldat. Ses assistants ont essayé d'intervenir, de parler de sécurité, de protocole. Ethan les a coupés. Pas maintenant. Ils sont sortis du centre. La nuit de Surulré était lourde. Les klaxons, la poussière, les vendeurs de rue, les motos qui frôlent les gens. Et Tamara qui avançait vite, comme si chaque seconde était une dette. Daisy leur a crié derrière. Faites attention. Tamara a appelé un contact. Un ancien du quartier, un gars qui savait tout. Pas un policier. Un survivant. Il a répondu au bout de 2 sonneries. Tamara. Un garçon a disparu. Charlie. Je veux savoir qui traîne autour du centre ce soir. Silence. Puis une voix plus grave. Tu sais que t'es pas la seule à faire du bruit avec tes projets. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sur le chaos. Tamara a serré le téléphone. Je m'en fiche. Je veux le garçon. Le contact a soufflé. Reste là où t'es. J'envoie quelqu'un. Ethan a observé Tamara. Il avait cette expression qu'il avait enfant, sans qu'elle comprenne comment elle le savait. Une expression de quelqu'un qui a peur, mais qui avance quand même. Ils ont attendu 5 minutes, pas plus. Un jeune est arrivé sur moto, casque noir, regard rapide. Il a parlé bas. On a vu Charlie près du rond-point. 2 hommes l'ont poussé dans un minibus blanc. Sans plaque à l'arrière. Tamara a senti sa gorge se fermer. Ethan a demandé, froid. Direction. Vers Muchin. Muchin. Rien que le nom donnait un goût de danger. Tamara a regardé Ethan. Tu sais où on va? Ethan a répondu sans hésiter. Oui. Ils sont montés dans la voiture d'Ethan. Un gros 4x4 noir. Pas pour faire le riche. Pour survivre. Le chauffeur a démarré. Tamara fixait la route. Dans sa tête, elle voyait Charlie, même sans le connaître vraiment. Elle voyait un gamin qui a grandi avec l'idée que personne ne reste. Et qui, au moment où il aurait enfin pu avoir une chance, se faisait avaler par la ville.
Ethan a parlé doucement. Tu fais ça depuis combien de temps? Sauver des gens comme ça. Tamara n'a pas tourné la tête. Depuis que j'ai compris que personne n'allait le faire pour nous. Ethan a serré la mâchoire. Je te dois la vie. Tamara a soufflé. Non. Tu me dois pas la vie. Tu me dois une chose. Ethan a attendu. Tu me dois de pas être juste un homme riche qui pleure sur son passé. Ethan a baissé les yeux, touché. Je suis là. Je fais ce qu'il faut. La voiture est entrée dans Muchin. Les rues étaient plus étroites, plus sombres, plus rapides. Des ombres partout. Des regards qui jugent. Le chauffeur a ralenti. Le jeune sur moto les a suivis, leur faisant signe de tourner. Ils se sont arrêtés devant un vieux bâtiment, presque abandonné. Un garage. Pas un garage propre. Un garage de pièces volées et de moteurs morts. Le genre d'endroit où on ne pose pas de questions. Tamara a senti son sang se refroidir. Le jeune a dit. Ils ont fait entrer le garçon là. Ethan a regardé le bâtiment. Puis Tamara. On attend la police. Tamara a secoué la tête. La police, c'est bien pour les rapports. Là, c'est une vie. Ethan a respiré profondément. Et pour la première fois, Tamara a vu le garçon qu'elle avait nourri. Pas parce qu'il était pauvre. Mais parce qu'il avait ce courage silencieux. Ils sont descendus. Le bruit de la ville semblait loin. Même les klaxons étaient étouffés. Comme si le quartier retenait son souffle. Tamara a avancé jusqu'à la porte du garage. Elle a entendu une voix. Un gémissement. Un bruit de chaise qui glisse. Puis un mot, étouffé. Aidez-moi. Tamara a fermé les yeux une seconde. Puis elle a ouvert la porte d'un coup. À l'intérieur, une ampoule nue pendait. Charlie était là. Les yeux grands ouverts de peur. Deux hommes se sont retournés, surpris. Un troisième était au fond, téléphone à la main, comme s'il négociait déjà. Tamara a crié. Lâchez-le. Un des hommes a ri. Qui tu es, toi? Ethan est entré derrière elle. Et l'air a changé. Parce que même dans Muchin, tout le monde reconnaît l'aura d'un homme puissant. Un homme a plissé les yeux. C'est qui ça? Ethan a parlé, voix basse. Tu n'as pas envie de savoir. Le troisième homme a fait un pas. On essen fout. Ici, c'est pas votre terrain. Et il a levé la main, comme pour montrer qu'il avait quelque chose. Tamara a vu le métal briller. Pas besoin de détails. Juste assez pour comprendre que ça peut finir mal en une seconde. Son ventre s'est serré. Ethan a fait un pas devant elle. Tamara a attrapé son bras. Non. Ethan a murmuré sans la regarder. J'ai passé une enfance entière à attendre que quelqu'un vienne me sauver. Il a fixé l'homme. Ce soir, c'est moi qui sauve. Et c'est là que tout a basculé. Parce qu'au même moment, dehors, un moteur a rugi. Et des phares ont inondé l'entrée. Pas la police. Pas encore. Une autre voiture. Plusieurs. Et une voix a crié, dehors. Le patron veut le garçon vivant. Tamara a senti la panique monter. Ce n'était pas un petit trafic. C'était organisé. Ethan a regardé Tamara, rapide. Combien de sorties? Tamara a balayé du regard. Une porte arrière. Ethan a point. Tu prends Charlie. Tu sors. Tamara a secoué la tête. Je te laisse pas. Ethan a posé sa main sur son épaule. Une seconde. Un geste simple. Mais plein de sens. Tu m'as sauvé une fois. Laisse-moi être utile maintenant. Tamara a hesite. Puis elle a couru vers Charlie, arrachant le scotch, coupant les liens avec ses clés. Charlie tremblait, incapable de parler. Tamara l'a tiré. Cours. À cet instant, la porte avant a été frappée violemment. Les hommes à l'intérieur ont paniqué. L'un a attrapé quelque chose. Ethan a pris une chaise, l'a renversée pour bloquer le passage. Pas héroïque. Juste intelligent. Tamara a tiré Charlie vers la porte arrière. Ils ont débouché dans une ruelle. Et là, Tamara a entendu derrière elle des cris, des pas, et le chaos.
Elle s'est retournée. Une seconde. Et a vu Ethan encore dans le garage. Seul face à trop de monde. Son cœur s'est arrêté. Parce qu'elle a compris une chose. Le destin était cruel. Il leur avait offert la réunion. Et maintenant il voulait leur faire payer. Tamara a couru dans la ruelle en tirant Charlie par le bras, mais son esprit était resté derrière elle. Dans le garage. Avec Ethan. Seule. Elle a entendu un bruit sec, puis des cris. Pas besoin d'imaginer. Juste assez pour que son corps comprenne avant sa tête. Charlie haletait, paniqué, les yeux pleins d'eau. Tante, je peux pas. Tamara a serré sa main. Tu peux. Parce que tu dois. Elle l'a fait entrer dans une petite cour, derrière une maison, puis elle a frappé à une porte en fer. Une femme a ouvert, surprise. Quand elle a vu Charlie, elle a compris tout de suite. Entrez. Vite. Tamara a poussé Charlie à l'intérieur. Puis elle s'est retournée. Elle allait repartir. La femme l'a attrapée. Tu vas où? Tamara a répondu sans respirer. Je vais chercher quelqu'un. La femme a secoué la tête. C'est Muchin. Tu vas mourir. Tamara a forcé un sourire, sans joie. J'ai déjà failli mourir de faim. La peur me connaît déjà. Et elle a couru. Elle a remonté la ruelle, le cœur qui cogne, la gorge sèche. Elle a entendu les voitures, les voix, la tension. Devant le garage, des hommes étaient là, partout. Des silhouettes. Des regards qui scannent. Et au milieu, un homme plus grand que les autres, habillé simple, mais propre. Calme. Trop calme. Le genre de calme qui vient quand tu as l'habitude de donner des ordres. Tamara s'est figée, cachée derrière un mur. Puis elle a vu Ethan sortir du garage. Il marchait droit. La chemise froissée. Le visage fermé. Mais debout. Toujours debout. Un des hommes a crié quelque chose. Ethan n'a même pas répondu. Il a juste regardé l'homme calme. Et l'homme calme a souri. Un sourire mince. Tu as du courage. Ethan a répondu d'une voix froide. J'ai une dette. L'homme a avancé. Donne-moi le garçon. Et tu repars. Ethan a levé les yeux. Le garçon n'est pas à toi. L'homme a ricané. Tout le monde appartient à quelqu'un, ici. Tamara a senti son sang bouillir. Elle a failli sortir. Mais elle a vu le regard d'Ethan. Un regard qui disait, pas maintenant. L'homme calme a fait un signe. Deux hommes ont montré leur téléphone. Sur l'écran, une photo. Charlie. Et une autre photo. Une voiture. Et un message. Dead or alive. Pay first. Tamara a compris. Ce n'était pas juste un enlèvement. C'était un business. Un business de pièces. L'homme calme a parlé doucement. Ce garçon a un prix. Vous l'avez volé. Donc vous payez. Ethan a secoué la tête. Je ne paie pas pour l'injustice. L'homme a haussé les épaules. Alors tu vas payer autrement. Et là, Tamara a entendu une voix derrière elle. Avec deux hommes. Pas des policiers. Des gars du quartier. Des vrais. Elle avait bougé. Elle aussi. Daisy a chuchote. On a appelé quelqu'un. Quelqu'un de plus grand que lui. Tamara n'a pas compris. Qui? Daisy a répondu. Tu vas voir. Et comme si le ciel avait décidé de faire un bruit plus fort que tout, une voiture noire est arrivée. Une voiture plus lourde. Plus silencieuse. Avec des vitres teintées. Elle s'est arrêtée. L'homme calme a plissé les yeux. Et soudain, même ces hommes ont reculé d'un pas. La portière s'est ouverte. Un vieil homme est descendu. Costume simple. Bâton à la main. Pas de bruit. Mais toute la rue a changé d'air. Même l'homme calme a arrêté de sourire. Le vieil homme a parlé d'une voix lente. Vous êtes devenu fou. L'homme calme a balbutié, surpris. Papa. Papa. Ce mot a frappé Tamara comme une claque. Ethan a tourné la tête, choqué. Le vieil homme a avancé vers Ethan, l'a regardé de haut en bas. Puis il a regardé Tamara. Et dans ses yeux,
Il y avait une douleur ancienne. Une douleur qu'on ne joue pas. Je vous cherchais depuis longtemps, a-t-il dit. Tamara a froncé les sourcils. Vous êtes qui? Le vieil homme a expiré. Je suis Chief Adams. Le nom a traversé la rue comme un courant. Même ceux qui ne parlent pas politique connaissent ce nom-là. Un homme qu'on ne menace pas. Un homme qu'on n'affronte pas. Et l'homme calme venait de l'appeler papa. Le vieil homme a pointé le doigt vers l'homme calme. Tu enlèves des enfants, Kyle. Kyle a ouvert la bouche. Aucun mot. Comme un enfant prit la main dans le sac. Chief Adams s'est tourné vers Ethan. Et toi? Tu t'es mis au milieu de ça pour sauver un garçon que tu ne connais même pas. Ethan a répondu simplement. Je le connais assez. Il avait peur. Chief Adams a hoché la tête. Puis il a regardé Tamara. Et son regard s'est adouci. Et toi, tu es toujours la même. Tamara a senti ses jambes trembler. Je ne vous connais pas. Le chief a sorti quelque chose de sa poche. Une photo. Vieille. Cornée. Une petite fille noire, très serrée, assise devant un kiosque. À côté d'elle, un petit garçon blanc, maigre, avec un ruban au poignet. Tamara a arrêté de respirer. Parce que c'était elle. Et c'était Ethan. Ethan a fait un pas. Comment vous avez ça? Le chief a murmuré. Parce que je n'ai jamais oublié ce jour-là. Silence. Même Muchin semblait écouter. Le chief a baissé la tête. Il y a 22 ans, je suis passé dans ce quartier en voiture. J'ai vu un enfant dehors, un enfant que personne ne regardait. Et j'ai vu une petite fille, partager le peu qu'elle avait. Il a relevé les yeux vers Tamara. Cette petite fille, c'était toi. Tamara a chuchoté. Non, non, mon père est mort. Le chief a fermé les yeux un instant. Je sais. Puis il a dit la phrase qui a brisé la nuit. Parce que c'est moi qui l'ai laissé mourir, sans le savoir. Tamara a reculé, comme frappée. Le chief a continué, la voix lourde. Ton père travaillait pour moi. Un homme droit. Un homme fier. Il a été accusé à tort d'un détournement. Il a été chassé. Vous êtes tombé dans la pauvreté. Tamara a senti la rage monter. Donc c'est vous. Le chief n'a pas fui. Il a hoché la tête. Oui. Ethan a regardé le chief, glacé. Et vous venez maintenant, après tout ça? Le chief a levé la main. Je ne viens pas pour acheter le pardon. Il a regardé Tamara. Je viens parce que tu as sauvé un garçon, qui était aussi le mien. Ethan a sursauté. Quoi? Chief Adams a parlé doucement. Ethan, tu n'es pas né ici. Tu as été confié à une femme qui a quitté le pays. Elle est morte. Ton dossier s'est perdu. Je t'ai cherché, mais je n'ai jamais imaginé que tu survivrais dans la rue. Ethan tremblait. Toute ma vie, j'étais seul. Le chief a répondu. Je sais. Et je porterai ça jusqu'à ma tombe. Tamara n'a pas pleuré. Pas encore. Elle fixait le sol, comme si elle cherchait un endroit où poser sa douleur. Puis Charlie a été amené dans la rue, par la femme de la maison. Daisy l'avait fait sortir. Charlie a vu la foule et a eu peur. Tamara s'est précipitée vers lui, l'a serré contre elle. Ça va. Tu es en sécurité. Le chief a regardé Charlie, puis Kyle. Et sa voix est devenue dure. Tu vas répondre devant la loi. Et devant moi. Kyle a voulu parler. Le chief l'a coupé. Tu as utilisé mon nom pour salir des enfants. Tu as sali mon sang. Kyle a baissé la tête. Pour la première fois, il ressemblait à quelqu'un de petit. Les hommes se sont dispersés. Comme si la nuit avait rendu son souffle. Quelques minutes plus tard, une vraie patrouille est arrivée. Pas par magie. Parce que quand Chief Adam s'appelle, les sirènes arrivent. Là, enfin, le danger est parti. Mais l'émotion, elle, venait seulement de commencer. Plus tard, au centre communautaire, Tamara s'est assise seule dans une salle vide. Ethan est entré doucement. Il a posé sur la table le petit ruban rouge, celui qu'il avait gardé. Il l'a regardé longtemps. Puis il a dit. J'ai vécu 22 ans avec une promesse dans ma tête.
mais j'ai jamais su comment la tenir. Tamara a murmuré. Moi j'ai vécu 22 ans avec une question. Pourquoi la vie m'a laissé porter tout ça? Ethan a avalé sa salive. Je peux pas réparer ton passé. Tamara a levé les yeux. Alors ne le répare pas. Fais en sorte que ça serve. Ethan a hoché la tête. Je veux construire quelque chose ici. Pas un projet pour mon image. Un truc vrai. Pour Charlie. Pour les enfants. Pour ceux qui tombent et que personne ne ramasse. Tamara l'a regardé, méfiante. Tu veux faire ça, parce que tu m'aimes. Ethan a répondu calmement. Non. Puis il a ajouté, la voix cassée. Je veux faire ça parce que je sais ce que ça fait d'être invisible. Et je sais que c'est toi qui m'as appris que je comptais. Tamara a senti ses yeux brûler. Mais elle s'est retenue. Et nous deux? Ethan a souri, petit. Nous deux, on ne va pas se mentir. On ne va pas courir. On va prendre le temps. Il a sorti quelque chose de sa poche. Pas une bague. Pas un cadeau. Un papier. Un plan. Le plan d'un centre. Avec un nom en haut. Tamara Foundation, le ruban rouge. Tamara a couvert sa bouche. Tu. Ethan a secoué la tête. C'est ton nom. Pas le mien. Parce que tout a commencé par toi. Silence. Puis Tamara a pleuré. Pas comme une scène. Pas comme un film. Comme quelqu'un qui a été fort trop longtemps. Ethan n'a pas parlé. Il s'est juste assis près d'elle. Et il a attendu. Le lendemain, Tamara a accompagné Charlie à l'école. Charlie portait un petit ruban rouge au poignet. Pas pour faire joli. Comme un signe. Un rappel. Que quelqu'un l'avait vu. Devant le portail, Charlie a regardé Tamara. Je pensais que personne allait venir. Tamara a souri, essuyant ses larmes. Moi aussi, j'ai cru ça un jour. Derrière elle, Ethan était là, simple, sans costume, sans caméra. Juste un homme qui essaie de devenir meilleur. Charlie a regardé Ethan. C'est vrai, que vous êtes riche. Ethan a souri. Oui. Charlie a baissé la tête. Alors, pourquoi vous êtes là? Ethan a répondu doucement. Parce qu'une fille m'a donné à manger quand j'étais rien. Et maintenant, c'est mon tour. Charlie a hoché la tête. Et il est entré. Tamara et Ethan sont restés dehors une seconde. Le soleil montait sur la gosse. La ville faisait son bruit habituel. Mais eux, ils étaient calmes. Tamara a regardé Ethan. On va faire ça. Pour de vrai. Ethan a pris une inspiration. Pour de vrai. Et à ce moment-là, le ruban rouge n'était plus une promesse d'enfant. C'était une promesse d'adulte. Une promesse qui nourrit. Une promesse qui protège. Une promesse qui guérit.